Donc on était aux allitérations, hein, donc je vous les ai mises en gras. Vous voyez bien que vous avez des allitérations en que, en r, en gue, qui créent des sons assez désagréables, qui en plus renforcés par le, la, la liaison, les larges omoplates. Voilà. Et puis donc on a sur le vers 6 un rejet, hein, les larges omoplates qui saillent. Voilà, comme tout à l'heure, on aurait dû avoir le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, et puis sur le vers 2, le dos court qui rentre et qui ressort. Donc on appelle ça un rejet. Donc ici, on voit bien que on insiste sur la saleté de cette femme. Le mot col, et d'ailleurs normalement on aurait dû avoir le mot cou, d'accord, renvoie à l'animalité de cette femme, et on est donc non pas dans un blason, mais dans ce qu'on appelle un contre-blason. Donc au lieu d'avoir l'éloge d'une partie du corps humain, on a la critique d'une partie du corps humain. De plus, on s'attendait normalement à avoir le portrait d'une femme de face, hein. Pensez toujours à votre tableau de Botticelli. Ici, vous voyez la femme de dos. Donc cette femme sort de son bain, elle se meut avec difficulté, hein, du verbe se mouvoir. Donc on retrouve de nombreux verbes de mouvement qui accompagnent cette progression. Donc vous avez le verbe saillir qui est en rouge, vous avez donc le verbe rentrer, le verbe ressort, et puis prendre l'essor. Voilà. Donc on a une sorte de mouvement, hein, de cette femme qui sort du bain, et l'anaphore depuis au vers 5 et vers 7 qui crée aussi une impression dynamique de cette femme. Donc Rimbaud ici parodie également un autre thème iconographique, hein, de la peinture. C'est normalement la jeune fille au bain. Donc souvent les peintres représentent la beauté féminine au sortir du bain. Bien entendu, vous prenez une femme jeune et nue, mais ici on a dit qu'on avait une femme vieille. Les deux comparaisons au vers 7 et 8 donc semblent prendre l'essor, et puis paraître en feuille plate, accentue la laideur avec le champ lexical de la grosseur. Hein, vous avez gras, large, rondeur, graisse. Et puis vous voyez quand même l'allusion ironique et de Rimbaud qui s'amuse avec son lecteur. Donc on s'attendait à la rondeur des seins, or en fait on a la rondeur des reins. Donc à la Vénus traditionnelle, qui incarne la beauté et la grâce naturelle du corps, Rimbaud ici nous propose le spectacle de la laideur. Je n'insiste pas, vous pourriez commenter la rime omoplate plate, qui est encore une rime assez décevante en termes poétiques, hein, plutôt banale, et donc on rentre dans ce qu'on appelle en poésie le prosaïsme. Et donc on a un texte qui a priori, paradoxalement, n'est pas poétique, hein, on appelle ça un texte apoétique. Et donc Rimbaud cherche, au-delà de la simple parodie, à nous faire réfléchir à ce que c'est que la beauté. On passe donc au premier tercet, on est encore dans le premier mouvement. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût étrangement, on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Donc le premier tercet, hein, strophe de 3 vers, commence par l'animalisation. Donc l'échine, c'est pas un mot qu'on emploie normalement pour parler de la colonne vertébrale d'une femme, hein, on emploie normalement l'échine pour une pièce de boucherie en quelque sorte, hein, est un peu rouge, et le tout sent, alors le tout bien entendu, expression très péjorative, et donc on assimile cette femme à un morceau de viande, une sorte de carcasse en quelque sorte. La teinte rouge est à voir ici, l'échine est un peu rouge,
Alors, il y a deux façons d'interpréter. Soit vous y voyez un euphémisme, soit vous y voyez une litote. Alors, si on a un euphémisme, pourquoi l'euphémisme, c'est atténuer une réalité désagréable. C'est une figure d'atténuation. Donc, la peau est rouge parce que sans doute l'eau était trop chaude. Mais on pourrait aussi y voir une litote. Donc, une litote, c'est l'inverse de l'euphémisme, hein, c'est plutôt une figure d'exagération. Et donc, pourquoi est-ce que cette peau est trop rouge? Ne serait-ce pas parce que elle a été griffée, que sais-je, peut-être qu'elle a des rougeurs cutanées, donc une peau abîmée, ça renvoie à ce qu'on avait sur la deuxième strophe, des érythèmes, et ça préfigure l'ulcère qu'on va voir arriver sur la dernière strophe. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir sur ce premier tercet? Il faut voir que Rimbaud s'amuse avec les sens. Vous vous souvenez de Baudelaire et de ses synesthésies. On a ici l'alliance de trois sens. La vue, je n'insiste pas, on en a parlé, le goût, l'odorat, et l'odeur. Sur le plan de la vue, Rimbaud nous parle des singularités qu'il faut voir à la loupe, au vers 11. Il suggère par là des détails de la laideur qui méritent que l'on s'approche pour les observer, tant elles sont singulières. Donc singulière, si c'est singulier, ça veut dire que c'est rare, c'est original. Bien entendu, c'est loin d'être une flatterie. Et donc il faut voir ici une sorte d'ironie, d'antiphrase. D'accord ? L'objectif est bien entendu de passer à la loupe toutes les difformités et donc de faire ressentir le dégoût du spectateur. Je reviens sur un goût horrible étrangement. Étrangement, l'adverbe indique lui aussi une laideur, hein, et horrible, on entend le mot horreur qui sort de l'ordinaire, et on a une sorte de tableau quasiment surnaturel, fantastique, tant on n'a pas l'habitude de voir une femme aussi laide. Comme dans les strophes précédentes, on va avoir une déconstruction du rythme et de la tenue du vers. Vous avez deux enjambements, hein. Donc un enjambement, c'est quand le vers, on ne s'arrête pas à la fin du vers, mais qu'on continue assez longuement sur le vers suivant. Donc le tout sent un goût horrible étrangement. D'accord ? L'adverbe permet d'accentuer la longueur. Et on remarque surtout des singularités. D'accord ? On a encore un enjambement. Donc Rimbaud s'amuse avec son lecteur, avec des effets de retardement, et donc il faut aller sur le vers suivant pour avoir l'épithète de l'adjectif au vers 10 et le COD au vers 11. On remarque surtout quoi? Des singularités, et donc le goût, il est comment? Il est horrible, étrangement. Horrible, étrangement, vous pouvez quand même dire que c'est une hyperbole qui est accentuée par l'allitération en R, hein, horrible étrangement, on remarque, voilà, ça accentue encore le dégoût. Je repasse mon texte en noir. Vous me parlez de l'adjectif du pronom indéfini on remarque surtout, pourquoi il y a on? Normalement on aurait dû avoir un je, puisque c'est le poète qui décrit. C'est comme si vous invitiez le lecteur à regarder à la loupe, d'accord, certains détails, on en a parlé, et donc ces détails à la loupe, suspense, regardez bien la ponctuation, d'accord, 3 points de suspension. Quels sont ces détails? Ces détails, bien entendu, on va les avoir sur la dernière strophe, ça nous permettra de parler du mouvement. J'insiste quand même sur le il faut, on ne peut pas passer à côté, c'est une obligation. Voilà, vous posez votre lecteur comme une sorte de voyeur, un voyeur qui va être confronté à l'obscène. Avant de passer au dernier mouvement, il faut qu'on revienne quand même à notre thématique de l'alchimie et de la boue et de l'or.
Et donc, on est obligé de revenir sur cet horrible étrangement. Étrangement, ça implique une idée de surprise. Et ce horrible étrangement, il est mis en valeur par la coupe à l'hémistiche, d'accord, le milieu du verre, ici, voilà, et puis par l'enjambement. Donc, on peut quand même se demander s'il ne faudrait pas relire ce poème et si Rimbaud ne nous prête pas une loupe pour voir autrement. Et le tout ne désigne peut-être pas la femme, mais son poème. Alors, bien entendu, vous avez bien compris que le terme singularité renvoie aux défauts de la femme, mais aussi aux étrangetés de ce poème, aux écarts que ce poème présente. Finalement, plus que les difformités de Vénus, ce sont les originalités du poète qu'il s'agit de montrer, et donc l'injonction « il faut » vous invite à scruter cette étrange poésie au-delà des apparences premières du langage, au-delà du prosaïsme. Elle vous invite à dépasser vos modèles connus pour aller vers une poésie libérée, affranchie, une sorte de lyrisme, mais un lyrisme inversé, un lyrisme de la laideur. Donc la loupe permet de glisser de l'horrible à la beauté, parce que l'étrangeté finalement prend sens. Voilà. Et donc, eh bien, c'est peut-être grâce à la poésie que la laideur va être transcendée. Voilà. On arrive au deuxième mouvement qui concerne le dernier tercet. Et donc la chute du sonnet. Donc, normalement, un des principes du sonnet est que votre poème doit se terminer par un point culminant, un effet de surprise, qu'on appelle, comme dans une nouvelle, une chute. Rimbaud est coutumier du fait, pensez au poème célèbre Le Dormeur du Val, où on a l'impression de voir un enfant qui dort dans la nature, et puis sur le dernier vers, tranquille il dort, il a 2 trous rouges au côté droit, ce qui signifie qu'il est mort. D'accord ? Donc ici, on a exactement la même façon de construire le poème. Alors, ici, cette dernière strophe est quand même marquée par l'obscénité. L'obscénité, ce corps remue, et votre femme tend sa large croupe. Alors croupe est un mot bien entendu qui renvoie à l'animalité, ça veut dire le derrière, mais normalement on ne parle pas des fesses d'une femme ainsi, et donc pour une femme on aurait plutôt parlé de ses hanches, et donc ici sur ses hanches on va pouvoir lire une sorte de tatouage au creux des reins, Clara Vénus. Voilà. Alors Clara Vénus, c'est une inscription latine, ça aurait pu nous renvoyer à la Vénus mythologique, donc ça sous-entend Clara, la lumineuse, voilà, Vénus, on ne revient pas dessus, mais Clara, ça peut vouloir dire aussi la fameuse, la célèbre, celle qui attire la lumière, la singulière. Or, qu'est-ce qui fait la singularité de cette femme ? C'est l'idée de la prostitution, c'est l'idée du fait qu'elle nous montre ses fesses. Et donc, elle n'est pas réputée pour autre chose, elle est réputée, cette femme, c'est ironique, autrement que par sa beauté, mais plutôt pour son derrière. Donc, si vous voulez, je vous l'ai mis dans le cours, on a un reflet inversé de la Vénus au bain, et le vrai sujet, c'est plutôt cette femme vieillissante, d'accord, et vous avez le superbe oxymore au dernier vers, belle hideusement, voilà. Vous notez que vous avez un tiret qui met en évidence la chute du poème, qui déconstruit un petit peu la phrase et qui met en évidence, voilà. Donc bien entendu, vous expliquez l'oxymore, belle
et hideusement, ça va pas ensemble. Ça fait référence, ça renvoie à ce qu'on a vu